La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux femmes et à leurs cycles, ces cycles qui rythment une bonne partie de notre vie depuis l'adolescence jusqu'à la ménopause. Ces cycles, et particulièrement le début avec la période des règles, peuvent parfois être vécus comme une contrainte qui nous est imposée par la vie, à nous les femmes. Une contrepartie bien lourde au privilège d'enfanter et de mettre au monde un bébé. Pourtant, une meilleure compréhension de nos cycles et de ce qui s'y joue chaque jour, durant ces 28 jours, nous permet de tirer profit de ce fonctionnement physiologique, de s'adapter et de vivre en harmonie avec notre corps. La naturopathie offre beaucoup de techniques pour soutenir les femmes au cours de leur cycle, en fonction de leurs besoins, et notamment via une alimentation adaptée. Pour aborder cette question aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marion Pézard. Marion est naturopathe, spécialiste de l'équilibre hormonal et de la fertilité. Elle est l'autrice de l'ouvrage Reconnexion au cycle féminin et l'hôte du podcast Healthy Living que je vous recommande chaleureusement. Son univers est doux et bienveillant et c'est une joie de l'accueillir aujourd'hui pour une conversation inspirante sur l'équilibre hormonal des femmes. Bonjour Marion. Bonjour Camille. Merci pour ta présence, je suis ravie qu'on puisse enregistrer aujourd'hui. Moi aussi, merci de m'inviter à parler de tous ces sujets passionnants. Pour commencer un petit peu cet échange, et un petit peu comme pour poser les bases, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous expliquer ce qui se passe au cours d'un cycle, du premier jour jusqu'à la fin, et puis quelles sont les conséquences sur notre vie, sur notre humeur, sur notre énergie, un petit peu de façon générale. Ouais, alors peut-être on en reparlera un petit peu après, mais déjà les cycles menstruels, si on se remémore nos jeunes années, ils arrivent pas d'un coup comme ça. Ils arrivent petit à petit. On a d'abord quelques saignements. On se dit ça y est, on a les premières règles qu'on appelle aussi la ménarge. Puis ça vient pas de manière très régulière. Et puis on a c'est un peu comme une cloche. Les cycles arrivent un petit peu tranquillement. Puis ensuite on a cette vie menstruelle et fertile. Et puis ça rediminue petit à petit vers la ménopause. Comme je sais que c'est des sujets que tu veux qu'on aborde un petit peu après, je veux planter ce décor-là tout de suite parce que on a tendance à voir la croissance et la décroissance entre guillemets de ces phases hormonales comme des choses négatives alors qu'il n'en est rien et que ça fait partie d'un processus normal. Ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas les mêmes cycles à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans pour celles qui ont encore des cycles réguliers à 50 ans. Donc là, je te donne là un exemple de cycle classique un peu normé, à savoir que moi, je répète toujours qu'il n'y a pas vraiment de normes dans le corps humain et que chaque corps fait à sa manière et que chaque corps s'est trouvé aussi du confort dans l'inconfort. Et donc, c'est pas tellement une bonne idée de se dire qu'un cycle fait 28 jours et qu'on ovule le 14e jour, puisque c'est faux pour une grande partie des femmes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a entre 10 et 15% seulement des femmes qui ovulent au jour 14. Donc, te dire, ce qu'on nous a toujours appris dans les bouquins, en fait, c'est pas franchement la réalité. Donc, ce qui se passe d'un point de vue physiologique, c'est que le début du cycle, en fait, c'est les règles. On a souvent l'impression que c'est plutôt la fin, mais en fait, c'est ce moment un peu d'évacuation, de renouvellement. Et puis, on va avoir ensuite la phase folliculaire. Donc, pendant cette phase, on a le cerveau qui va envoyer un message aux ovaires pour faire maturer un ovocyte. En fait, on a comme plein de petits œufs, les ovocytes dans les ovaires qui maturent mois après mois. Et puis, à la fin, au moment de l'ovulation, le plus mature, le plus performant à ce moment-là va être expulsé pour créer l'ovulation. On choisit évidemment le plus performant parce que le but du corps humain, c'est la reproduction. Alors, on est évidemment OK avec le fait qu'on peut ne pas vouloir d'enfant dans sa vie et c'est tout à fait OK. Mais il faut garder en tête que le corps humain est fait pour la reproduction de l'espèce et que donc tout est mis en œuvre chaque mois pour pouvoir se reproduire. Après, on en fait bien ce qu'on veut, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, cette phase folliculaire, comme son nom l'indique, elle va permettre de faire maturer un follicule parce que le cerveau va envoyer ce message, cette FSH aux ovaires pour que le follicule mature. Et puis, les ovaires,
en faisant maturer ce follicule, en fait, cette petite enveloppe autour du follicule va créer des œstrogènes qui vont être à destination de l'utérus et qui va lui-même pouvoir multiplier ses cellules pour créer comme un petit coussin un peu accueillant pour évidemment ce futur peut-être bébé. Donc il y a vraiment comme 2 cycles en parallèle et ça c'est important de s'en rendre compte parce que parfois on se dit ah bah oui mais si j'ai plus d'utérus ou si j'ai ceci ou cela, il y a vraiment un cycle qui se passe entre le cerveau et les ovaires et un cycle qui se passe entre les ovaires et l'utérus. Et donc quand il y a des problématiques, il faut comprendre à quel niveau. Est-ce que c'est le cerveau qui envoie pas les infos? Est-ce que c'est les ovaires qui les reçoivent pas? Est-ce que c'est les ovaires qui produisent pas correctement ou est-ce que c'est l'utérus qui reçoit pas? Voilà, il y a plein d'étapes comme ça à creuser pour comprendre d'où vient le problème. Donc une fois que ce follicule a bien maturé, on arrive autour de la phase ovulatoire et donc le follicule sera tellement mature que ça va créer une rétroaction en fait dans le corps qui va déclencher de la LH. Plus les œstrogènes arrivent à leur pic, quand les œstrogènes arrivent à leur pic, il va y avoir une montée de LH qui est l'hormone qui va déclencher l'ovulation. Donc tout ça c'est des messages qui sont transmis dans le sang et que le cerveau va capter. Et donc, il va pouvoir faire le chef d'orchestre et envoyer les messages. Donc, il va envoyer ce fameux pic de LH pour déclencher l'ovulation. Là, c'est la phase ovulatoire. Il faut avoir en tête que l'ovocyte est valable à peu près 18 heures dans une journée, dans sa vie, en fait. Quand l'ovulation a eu lieu, l'ovocyte peut être fécondé pendant 18 heures maximum. Donc, en réalité, la fertilité d'une femme se résoudrait à peu près ces 18 heures. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que les spermatozoïdes, eux, peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans les voies génitales féminines, à condition qu'il y ait une bonne glaire cervicale. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure de cette fameuse glaire cervicale. Et donc ça rajoute ces 5 jours à la fenêtre fertile des couples. Donc, on a à peu près 5 jours de durée de vie des spermatos, à peu près 18, on va dire grand max 24 heures de la durée de vie de l'ovocyte. Et donc, en fait, on est sur une petite semaine de fertilité pour chaque couple. Donc, petite parenthèse, mais ce conseil bien souvent donné par les gynécos de faites l'amour un jour sur 2, ça va marcher. Bon, faut faire l'amour un jour sur 2, mais sur la bonne semaine. Le reste du temps, ça sert strictement à rien, à part pour son plaisir et la connexion du couple, bien entendu. Mais dans un projet de reproduction, en tout cas, voilà, c'est vraiment cette petite fenêtre qui est la phase fertile. Et ensuite, une fois que l'ovulation a eu lieu, s'il y a eu une fécondation, et en fait, l'embryon va mettre 7 jours à descendre dans l'utérus et à s'installer dans la muqueuse de l'endomètre. Et puis, si jamais il n'y a pas eu, au bout de ces 7 jours, le cerveau va bien voir qu'il n'y a pas eu de fécondation, qu'il n'y a pas de bébé qui est en train de s'installer, et donc il va commencer à enclencher les règles. Donc, donc il y a ces 7 jours là de phase lutéale. Et puis, quand le cerveau va comprendre qu'il n'y a pas eu fécondation, il va faire chuter les hormones, œstrogène et progestérone, puisque la progestérone s'est installée en deuxième partie de cycle, donc elle est présente en même temps que la progestérone, que les œstrogènes, pardon. Et cette chute hormonale va déclencher les règles qui sont en fait la muqueuse dans l'endomètre qui va se décrocher et s'évacuer par le vagin. Donc on a une première phase qui est vraiment sous l'influence des œstrogènes et une deuxième phase qui est plutôt sous l'influence de la progestérone. Les œstrogènes vont permettre une belle ovulation et la progestérone va permettre le maintien en fait de cet embryon si jamais il y a eu fécondation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour avoir une bonne progestérone en deuxième partie de cycle, il faut avoir bien ovulé. Parce que j'ai pas précisé, mais quand l'ovulation a lieu, en fait, le petit follicule dont on parlait depuis le début, donc cette petite enveloppe, va rester en partie dans l'ovaire et former ce qu'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, c'est lui qui va produire de la progestérone pour la deuxième partie du cycle. Donc en fait, si on a eu une ovulation un peu bif-bof, c'est bon, le corps a ovulé, mais c'était un peu limite, un peu pas top, le petit follicule sera pas très important, donc le corps jaune ne sera pas très important. Et donc, la progestérone aura du mal à être produite en deuxième partie de cycle. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qui est important entre un bon fonctionnement de ces fonctions-là dont je parle et puis aussi une bonne élimination des hormones, puisqu'il y a des moments dans le cycle où le corps doit dégrader les hormones dont il a plus besoin, et notamment après l'ovulation et à l'approche des règles. Et c'est évidemment dans nos vies de femmes les moments qui sont les plus charnières où on peut se sentir un petit peu moins bien, parce que là, le foie va dégrader en métabolique les hormones dont on n'a plus besoin, les stocker dans la bile, et quand on mange notamment du gras, la bile est éjectée et transmise avec les selles pour être éliminée. Donc si jamais ces fonctions-là fonctionnent pas bien, on va se retrouver là aussi avec des difficultés hormonales. Voilà un peu pour le grand tableau. Très clair, je te remercie. J'avais pas connaissance de cette petite phrase des gynécologues, faites l'amour un jour sur 2. Ah ouais, en fertilité, c'est assez connu, c'est assez fréquent et
Et alors évidemment, les premiers mois, pourquoi pas, ça peut être très plaisant et c'est pas censé être une contrainte de faire l'amour, mais je pense qu'au bout de quelques mois, faire l'amour 1 jour sur 2, il y a un moment, on en a un peu ras la claque et c'est ce que les couples disent, en fait, sur le long cours, c'est que, bah, ils se découragent et que ça peut venir aussi, un peu abîmer ce lien. L'air de rien, Bien la sûr. la connexion, intime, dans un couple, elle doit être évidemment faite, en plein consentement et elle doit être faite de son plein gré et avec un élan, d'énergie vitale aussi et quand c'est un peu une contrainte, bah, ça peut user, le couple, la libido du couple et si jamais on apprenait à observer son cycle et ben ce serait bien plus simple, en fait. Parce que les études ont montré que quand on dans la population générale, il y a à peu près 30 des couples qui passent par la PMA pour procréer et les analyses qui ont été faites par Sensiplan, qui représente la méthode de la symptothermie, officielle aujourd'hui, en francophonie, montrent qu'il y a que 10 des couples pratiquant la symptothermie qui n'ont pas eu d'enfant au bout d'1 an. Donc ça voudrait dire, alors c'est évidemment un peu de l'analyse de comptoir, mais ça pourrait vouloir dire qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents de gens qui arriveraient à procréer naturellement si on leur donnait les clés. Et là, je parle même pas d'optimiser le cycle ou quoi que ce soit, mais juste de savoir l'observer. C'est quand même dingue, euh, parce que on apprend des trucs improbables à l'école et jamais on apprend comment fonctionne le corps des femmes et ça servirait aux femmes mais aussi aux hommes, je pense. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'expliquais à mon mari, que c'était important que lui, il ait cette connaissance-là, même s'il m'a dit, bah, c'est toi qui expliqueras aux filles. Bah oui, mais non, c'est important, même, enfin, moi, j'ai 2 garçons, c'est important aussi que eux sachent, parce qu'en fait, on est tous concernés par cette, par cette histoire, plus ou Bien moins sûr. directement. Et est-ce que tu peux revenir, parce que là, tu nous as bien expliqué, donc, sur que la première phase du cycle était sous l'emprise des œstrogènes, la seconde sous l'emprise de la progestérone. Quelles conséquences ça a dans notre quotidien, on va dire? Comment on peut ressentir tout ça? Tu veux dire ressentir si on a suffisamment de chaque hormone ou juste l'effet de chaque hormone sur le reste du corps? Comment on peut se Ah oui. reconnecter justement à son corps, à ses cycles Mmh. pour être au plus proche de ses sensations, tu vois? Qu'est-ce qu'on devrait ressentir? Par exemple, quelqu'un qui se dit: «Bah, moi je sais pas, ou j'ai toujours pris la pilule ou je sais pas reconnaître, à quel moment j'ovule. Oui, là, j'ai un peu mal au Ouais, ventre. C'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai quand même beaucoup plus faim». Tu vois? Ce genre de ouais, ouais, bien sûr, petites bien sensations, sûr. quoi. Les sensations à chacune des phases. Alors Mmh. déjà, il faut quand même préciser que quand on est sous un contraceptif hormonal, donc des hormones de synthèse, on ne peut pas ressentir ces phases-là. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a des femmes qui me disent ressentir tout ça, sous, contraceptif. Alors sous pilule, honnêtement, bon, le cycle est mis vraiment, il y a différents types de pilules, mais le cycle est mis sous silence. Le corps est un petit peu comme si on était dans un état de grossesse, en fait. Il a bloqué tout ça, donc bon, ça me paraît dingue de sentir ces cycles-là, mais moi, je fais confiance aux femmes et à leur ressenti. Quand on est sous un stérilet hormonal, certains ne bloquent pas complètement l'ovulation, mais vont avoir d'autres actions comme épaissir la glaire pour ne pas laisser passer les spermatozoïdes, etc. Donc, bon, peut-être un peu plus de ressenti sous un stérilet hormonal. En revanche, quand on est sans contraceptif de synthèse ou sous stérilet en cuivre, là, on peut ressentir différentes phases. La phase la plus classique et la plus facile, entre guillemets, c'est le moment des règles. Mais Mmh. il ne suffit pas de voir qu'il y a du sang qui, en fait, en réalité, est une muqueuse qui s'écoule. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la couleur, de regarder l'épaisseur. Est-ce qu'il y a des caillots ou est-ce que c'est assez liquide? Est-ce que c'est rouge vif ou est-ce que c'est un peu plus marron? Et quelle est la quantité? Tu vois, ça, c'est déjà des petites choses qu'on peut regarder pour se «connecter» entre guillemets à ce cycle-là. Et après se demander comment on se sent. Il y a un exercice que je propose souvent, aux femmes que j'accompagne, qui est tous les soirs de se faire un genre de petit body scan et de noter comment elles se sont senties dans la journée. Parce que quand on est dans nos quotidiens de fou, on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte qu'en fait, on a eu mal à la tête la moitié de la journée, ou qu'en fait, on n'est pas allé à la selle de toute la journée, ou qu'on a passé la journée avec les mâchoires serrées. Et le soir, c'est important, je trouve, pour moi, en allant se coucher, de se faire un peu ce déroulé de la journée, se dire en fait comment je me suis sentie. Est-ce que je me suis sentie agacée? Est-ce que je me suis sentie fatiguée? Est-ce que j'ai eu mal quelque part? Et ça, c'est déjà la première étape pour observer ce cycle-là. Parce que par exemple, pendant les règles, bah oui, on peut se sentir plus fatigué parce qu'on est quand même en train de perdre une partie de notre muqueuse utérine, donc bah c'est pas rien. On peut se sentir, on perd aussi un petit peu de fer. Alors c'est pas monumental, hein, les quantités qu'on perd, à moins qu'on ait des règles extrêmement abondantes. Hem, mais ça peut jouer sur la fatigue. On peut avoir l'impression qu'on a un peu moins envie d'être tourné vers l'autre et un peu plus dans notre intérieur, dans notre grotte à nous. On peut avoir un petit peu plus d'appétit. Ça permet de compenser aussi notamment ces carences en fer, enfin c'est pas ces carences, mais ces petites pertes de fer qu'on peut avoir.
Voilà, et ça, s'en rendre compte, c'est déjà une première étape, en plus de juste observer: «Ah, j'ai mes règles, j'ai du sang, bon, bah, je mets une protection et basta, je continue à faire ma vie». Donc ça, c'est l'étape la plus facile. La deuxième étape qu'on peut observer, c'est la phase ovulatoire, qui est pas si compliquée. Alors, malheureusement, quand on a des symptômes désagréables, on s'en rend un peu plus compte. Mmh. Parfois, les femmes me disent: «Bah oui, j'ai mal en bas du ventre». Parfois, j'arrive même à identifier à droite ou à gauche, donc je sais que j'ovule. Il faut savoir que c'est pas possible de prédire, alors à moins que vous fassiez une échographie à ce moment précis, c'est pas possible de prédire le jour exact de l'ovulation, même en symptothermie quand on observe son cycle. Mais on a, voilà, une petite fenêtre à 2-3 jours près. Pendant cette période ovulatoire, on va voir la fameuse glaire cervicale dont je parlais, qui est en fait une sécrétion qui est produite par les cellules sécrétantes du col de l'utérus et qui permettent, entre autres, de nourrir et de capacité et de filtrer les spermatozoïdes. Donc le but, en fait, c'est de venir apporter quelque chose d'assez, qui ressemble un peu à du blanc d'œuf cru, en fait, qui est assez liquide, assez, aqueux, mais élastique, pour envelopper les spermatozoïdes, leur donner de la nourriture et leur permettre de survivre jusqu'à la rencontre avec l'ovocyte. Et ça, on peut se rendre compte qu'on n'est pas loin de l'ovulation parce qu'on peut sentir dans la culotte ou en s'essuyant aux toilettes qu'il y a quelque chose d'un peu plus liquide, d'un peu plus glissant. Le truc typique, c'est quand on s'essuie aux toilettes, on sent que ça glisse sur le papier. Bon voilà, alors là, sans rentrer dans les détails, quand on observe ça, c'est déjà qu'on a une glaire de très bonne qualité. Il y a des femmes qui vont juste observer qu'il y a un petit peu de pertes blanchâtres, ça peut ressembler un peu à du fromage frais ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres femmes qui vont rien sentir du tout, mais qui vont par contre apprendre à venir toucher au niveau du col de l'utérus et voir qu'il s'ouvre un petit peu, qu'il s'abaisse, qu'il s'ouvre, qu'il se ramollit. Voilà, c'est des signaux à observer. Alors on n'est pas obligé d'aller si loin dans le détail, mais déjà cette glaire cervicale en général, si on y prête un peu attention, on peut la voir. Après, autour de l'ovulation, on va avoir ce moment où en général, on a beaucoup d'énergie, mais encore une fois, c'est des généralités, hein, tout le monde ne le ressent pas comme Mmh. ça. Il y a des femmes qui vivent ce qu'on appelle le SPO, qui est un peu comme du SPM, mais autour de l'ovulation. Bon, bah, elles vont pas du tout se sentir au top de leur vie. Mais autour de l'ovulation, dans les grandes lignes, on a beaucoup d'énergie, on est en général pas mal tourné vers l'extérieur, on se sent assez rayonnante, assez sensuelle, on peut avoir un gros pic de libido. Voilà, ça, c'est des choses qui indiquent qu'on est autour de l'ovulation, en plus de l'observation de la glaire cervicale. Et puis, les 2 autres phases, ben, on va un petit peu les définir, un peu plus par défaut parce que, bah, c'est entre les règles et l'ovulation ou entre l'ovulation et les règles. Mais dans les grandes lignes, les œstrogènes, ils vont avoir un effet sur beaucoup de choses dans le corps. Je disais tout à l'heure que les œstrogènes produits par l'ovaire ont pour tissu cible l'endomètre, mais en fait pas que. Ils vont agir sur nos cheveux, ils vont agir sur notre peau, ils ont même des actions sur notre cerveau, sur notre niveau d'énergie, et cetera. Donc les œstrogènes, ça va être vraiment ces hormones qui vont nous créer une belle vascularisation de la peau, qui vont permettre de retenir le collagène dans la peau. Donc on va avoir une peau plus lumineuse, plus hydratée, plus repulpée en tout cas. On va en général avoir des cheveux un peu plus sympas à ce moment-là. On va avoir une belle énergie. On va être plus dans cette idée de travailler en groupe, de découvrir des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment c'est la phase un peu rayonnante, tu vois. Si on associe ça à la lune, parce que c'est souvent des associations qui sont faites, c'est l'idée de la lune montante. Tu vois, elle est de plus en plus brillante, de plus en plus pleine, et au moment de l'ovulation, elle est pleine lune, quoi. Et puis après, la phase lutéale, donc c'est le moment où on va être un peu plus dans cette lune descendante, tu vois. On va passer du moment de rayonnement à aller vers la nouvelle lune, c'est-à-dire une lune invisible qui est dans sa grotte, comme je disais tout à l'heure. Et là, la progestérone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va avoir tendance à nous ralentir. Donc, elle peut ralentir pas mal de fonctions du corps. Elle peut ralentir la circulation sanguine, elle peut ralentir le transit, elle peut ramollir certaines fonctions. C'est aussi pour ça qu'en début de grossesse, on va se retrouver un peu à plat parce qu'on a un gros changement. Nous qui sommes aussi dans une société qui valorise beaucoup plus le côté œstrogène en nous, là, d'un coup, on se retrouve avec une dose de progestérone assez élevée, d'œstrogène aussi, mais c'est vraiment la progestérone là qui mène la danse pendant la grossesse. Et donc, on va se sentir un peu ramolli, on peut avoir des remontées acides parce que le cardia, la petite porte qui ferme l'estomac va être un peu ramollie. Voilà, il y a plein de choses comme ça, vraiment plus sur le ralentissement. Et on va être plus dans ce côté introspectif, mais du coup, développer des capacités créatives qu'on n'avait pas forcément en première partie de cycle, où on était un peu plus éparpillé, un peu plus à l'extérieur. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on a tendance à ressentir. Moi, je trouve ça chouette de tenir comme un petit journal avec ce que je te disais, c'est ces petits rendez-vous du soir. Mais il y a des femmes qui, par exemple, vont pas être bien sous œstrogène parce que, en fait, elles ont déjà tendance à être éparpillées, à en avoir un peu plein la tête, et donc ça va accentuer ce côté-là, et qui vont se trouver plutôt bien sous progestérone parce que ça va les apaiser. Voilà. Après, c'est vrai que cette phase lutéale, c'est souvent le moment où il y a le fameux syndrome prémenstruel qui embête pas mal de femmes, et on peut revenir en détail là-dessus si tu le souhaites.
Mmh. Oui, encore une fois, de toute façon, c'est les principes de la naturopathie, mais c'est toujours à individualiser. Mais c'était Mmh. important, je trouvais, d'avoir, un petit peu ces critères, généraux, on va dire, tu vois? Ouais, bien sûr. Et comment, par l'alimentation, on pourrait venir soutenir ces différentes phases? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus indiquées en début de cycle, et inversement? Est-ce que tu pourrais Mmh. nous en parler? Ouais. Alors, il va de soi qu'une alimentation équilibrée, saine, de saison, locale, bio, blablabla, je pense, tu répètes ça dans à peu Évidemment. près tous les épisodes. Voilà, c'est super important. Petite particularité globale pour l'équilibre hormonal, il y a 2 choses, 2-3 choses sur lesquelles je bataille un peu. La première, c'est les gens qui font la guerre au gras. Il faut savoir que nos hormones, en tout cas nos hormones gonadiques, elles sont produites à partir de cholestérol. Donc, si vous avez un taux de cholestérol qui est bas, et ben, en fait, il y aura pas assez de matières premières pour produire vos hormones. Donc, vraiment, ne faites pas la guerre au gras. Et évidemment qu'il faut éviter les chips, les frites et la charcuterie. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas que les huiles végétales qui sont de bons gras. Il faut avoir en tête quand même que les nutriments dans le règne animal sont plus assimilables et plus stables que dans le règne végétal. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas manger de manière végétale et être en bonne santé. C'est pas du tout mon propos. Mais ce qui veut dire surtout qu'il faut diversifier ses apports de bons gras. Donc, typiquement, dans une alimentation omnivore, il faut avoir des produits, de la viande, du poisson, des œufs, de temps en temps du fromage aussi de bonne qualité et des apports végétaux qu'on va trouver, par exemple, dans les algues, dans les graines de lin, dans les graines de chia qui sont évidemment pré-trempées, voilà, ces choses-là. Et quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, pareil, il faut bien diversifier dans les aliments qu'on consomme, ces différents apports et aller les chercher un peu partout. Donc les bons gras, c'est le premier truc et ça, peu importe la phase du cycle. La deuxième chose, c'est que c'est très important pour moi de ne pas stresser son corps. Je vais expliquer juste après le lien entre le Mmh. stress et la progestérone. Mais je suis pas du tout fan de ces idées de jeûne intermittent, en tout cas quand on loupe le petit-déj. Et c'est vrai que ça, c'est un truc contre lequel je bataille beaucoup parce qu'on entend très souvent parler que le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé, en particulier pour les femmes qui ont des troubles inflammatoires. Donc là, on va retrouver toutes les femmes atteintes d'endométriose notamment. La problématique pour moi, c'est que dans nos sociétés, le dîner étant le moment où on se retrouve, où souvent on va boire un verre, on va être entre amis, et cetera, et bah, tout le monde loupe le petit-déj parce qu'en fait, c'est le repas un peu solitaire où chacun est à son rythme. Le problème, c'est qu'on demande à la machine de démarrer sans avoir de carburant et que pour moi, ça représente un stress pour le corps. Et quand je dis pour moi, c'est pas que moi, c'est toutes les personnes, Mmh. même du monde médical, hein, qui travaillent sur les hormones. Donc ça, c'est un peu l'entonnoir à renverser et se dire au lieu de louper le petit-déj et d'avoir un déjeuner moyen et un gros dîner, ben, on va faire l'inverse. Si vous voulez faire un jeûne intermittent, ce qui peut être très intéressant pour la santé, même pour les femmes, faisons-le à l'envers. Commençons voilà par un bon petit-déj. Ma grand-mère, elle disait toujours petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Je pense que c'est pas la seule à dire cette Mmh. phrase-là et je la répète assez souvent aujourd'hui. Et la troisième chose que j'ai en tête, c'est tout ce qui est excitant. Parce qu'en plus de pas prendre de petit-déj, bien souvent, on va dire: «Non, non, moi je prends juste un café». L'autre jour, j'étais allée faire une prise de sang et une dame est arrivée et on lui dit: «Mais vous êtes à jeun?» «Oui, oui, j'ai juste bu un café mais sans sucre». Et dans ma tête, je me disais: «Mais enfin quand même le café perturbe la glycémie». Le café va créer solliciter de l'adrénaline dans notre corps et l'adrénaline libère du glucose dans le sang. Donc cette dame, si elle fait un test de la glycémie, bah, en fait, elle est pas à jeun parce qu'il y a du Mmh. sucre qui a été libéré par, du glucagon qui a été libéré. Donc bah, ces tests vont être faussés juste parce qu'elle a bu un café, même s'il y a pas de sucre dedans. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est nombreux à avoir des avis divers parce que oui, le café a un côté probablement antioxydant, et cetera, et cetera. Mais tout ce qui est excitant, d'autant plus à jeun, ça risque de perturber là aussi les hormones parce que bah, ça va créer des hormones du stress tout simplement qui vont à l'encontre de l'équilibre de nos hormones gonadiques. Donc ça, c'est un peu les 3 points sur lesquels je pense qu'il faut faire bien gaffe quand on cherche à manger pour soutenir ses hormones. Ensuite, il y a 2 grandes choses qui vont être embêtantes dans l'équilibre hormonal, c'est un système digestif pas au top et un système nerveux un peu surexcité. Je l'expliquais tout à l'heure, on a des moments où il va falloir que le corps élimine les hormones et c'est le foie qui s'en occupe, puis le transit, hein, donc par les selles. Et là, c'est très, très important de prendre soin de son foie pour qu'il arrive à dégrader correctement les métabolites. Il va falloir ensuite prendre soin de son transit parce que si on a un transit ralenti, en fait, on va se retrouver avec des hormones certes dégradées mais qui stagnent et qui vont être réabsorbées dans le sang.
Et ensuite, il faut prendre soin de son microbiote parce qu'un microbiote déséquilibré ou un intestin poreux vont réintégrer automatiquement ces hormones. Et donc, on se retrouve avec une hyperimprégnation, souvent œstrogénique, qui va créer tous ces symptômes désagréables, notamment ceux du SPM. Donc, des ballonnements, des gonflements, des envies de manger des bêtises, les seins gonflés, des petits boutons sur la peau. Voilà, toutes ces choses-là, c'est un signe que potentiellement, il peut y avoir un petit excès d'œstrogène. Alors après, elle est individualisée toujours. Mais donc, en prenant soin de son intestin, on évite tout ça. Ce qui veut dire qu'on va manger un maximum de bonnes fibres, des fibres douces, notamment sur les légumes cuits à la vapeur, les légumes cuits à l'étouffée, et puis quelques fibres dures avec des crudités pour avoir les bonnes vitamines, les bons minéraux. Mais c'est important de chouchouter son transit. C'est important de manger des gras parce que, comme on l'a vu, sans gras, il n'y a pas de bile qui est sécrétée. Or, c'est elle qui contient les hormones à éliminer. Donc voilà, encore une fois, manger des bons gras, manger suffisamment de fibres. Moi, je donne toujours cette idée d'avoir la moitié de l'assiette en légumes et d'avoir toujours un peu de cru, un peu de cuit. Après, ça dépend des sensibilités de l'intestin de chacun, mais ça, c'est un vrai sujet à prendre à bras-le-corps. Il faut évidemment avoir une alimentation variée parce que tous ces mouvements hormonaux dans le corps demandent énormément de vitamines et de minéraux, du zinc, du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D, voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de manger varié et d'avoir des fruits et des légumes aussi crus parce que c'est là-dedans qu'on en trouve un maximum. Et puis, l'autre chose qui va être importante, c'est, comme je disais, de pas stresser son corps. Donc, d'avoir une alimentation qui stabilise la glycémie parce que la glycémie instable est un stress. Et donc, toujours commencer plutôt par les fibres et finir les repas par du sucré. Éviter le sucré au début de journée, éviter de sauter des repas. Parce que ça va créer du stress et il faut savoir que le corps est une machine de survie. Et donc, si jamais il a une énergie limitée, il va toujours aller d'abord vers les fonctions vitales et laisser de côté les fonctions non vitales. La reproduction, donc le cycle menstruel, c'est pas une fonction vitale. Par contre, résister face à un stress, ça l'est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appelle la prégnénolone. On va, pour simplifier, dire que c'est la matière première qui permet à la fois de produire le cortisol, qui est l'hormone de stress, de réponse face au stress. L'adrénaline, c'est pour un stress rapide. Le cortisol, c'est pour un stress qui se prolonge. Donc, la prégnénolone, elle sert à la fois à produire le cortisol, mais elle sert aussi à produire la progestérone. Et donc, on comprend bien que le cortisol, hormone vitale, progestérone, pas vitale. Et donc, si jamais on a trop de stress, toute cette prégnénolone, elle va aller au cortisol et on va se retrouver avec des baisses de progestérone. Et c'est là aussi qu'on se retrouve avec un déséquilibre oestrogène-progestérone qui peut causer des troubles de la fertilité, mais aussi tout simplement des troubles liés au syndrome prémenstruel dont je parlais tout à l'heure. Donc pour ça, voilà, manger des bons gras, stabiliser sa glycémie, éviter de sauter les repas, pas mal de fibres, de choses comme ça. Et puis on va avoir en première partie de cycle besoin plutôt de choses qui vont ancrer le corps parce qu'on a cette tête qui peut fourmiller un peu, cette envie d'être toujours à droite à gauche, à l'extérieur, etc. Donc on va chercher à s'ancrer, avoir peut-être des légumes racines, avoir des bonnes céréales. Qui vont nous aider là-dessus. Autour de l'ovulation, c'est vraiment le moment d'aider à la détox des œstrogènes puisque c'est là qu'ils vont commencer à être éliminés. Donc, on va pouvoir se faire des tisanes, notamment pour soutenir le foie. On va mettre du romarin, du citron. Si on est un warrior, on peut mettre de l'artichaut, mais c'est vraiment pas bon. Voilà, ce genre de petites choses. Et puis, en phase lutéale, on va faire très attention là à tout ce qui est inflammatoire en prévision des règles qui arrivent. Alors, évidemment, on fait attention toute la vie aux choses inflammatoires. Mais en particulier là, c'est le moment de réduire le café, d'éviter l'alcool, de faire attention à tout ce qui est gluten, produits laitiers. Alors ça, c'est des grandes généralités, mais il y a du gluten et des produits laitiers qui peuvent être très bénéfiques pour la santé. Il suffit de très très bien les choisir et que ce soit plutôt des céréales anciennes, du levain naturel, des produits laitiers au lait cru, entiers, fermiers. Voilà, il y a des manières de manger de tout. Mais dans les grandes lignes, c'est ces choses-là qu'on va éviter. Le sucre, évidemment, j'en parle pas, mais qui est la pire des drogues et que pourtant on met dans le bec de nos tout petits dès leur plus jeune âge, sans souci, alors qu'on leur donnerait pas de la cocaïne comme ça, mais on leur donne du sucre. Donc voilà, faire bien attention au sucre et toutes ces choses-là qui sont inflammatoires en prévision des règles, parce que des règles douloureuses, c'est principalement des mécanismes d'inflammation dans le corps qui sont dérégulés, quoi. Super intéressant, ça appelle plein d'observations de ma part. La première, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au petit déjeuner, au jeûne intermittent. Oui. Je pense que effectivement beaucoup de principes naturopathiques, j'aime pas dire règles parce que c'est pas vraiment des règles, mais en tout cas, on va dire des mesures d'hygiène de vie qui seraient bénéfiques ne correspondent pas à une vie professionnelle qu'on nous impose un petit peu quelque part. Et donc effectivement, sauter le petit déjeuner,
c'est plus confortable que sauter le repas du soir. Bien Parce sûr. que le soir, on se retrouve souvent en famille, entre amis, ça peut être aussi des sorties. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un aspect dans la nourriture qui est très émotionnel. Et après une journée de travail, quelque part, on se récompense aussi avec des aliments. Et effectivement, cette idée du jeûne intermittent, ça peut être une bonne idée, mais plutôt le soir, comme tu l'as dit. Ouais. Parce que c'est très important de démarrer avec un bon petit déjeuner. Mais voilà, quand on travaille, c'est Après, pas... ça veut pas dire ne jamais dîner, ça veut dire peut-être Bien sûr. alléger certains dîners. On peut très bien faire un repas en famille, mais adapter les assiettes. Tu sais, parfois, il y a des familles à qui je propose un peu cette idée du bar à salade. Alors évidemment, on n'est pas non plus à créer tout un bar à salade chaque soir, mais en fait, faire un petit peu des menus à la carte ou sur la table, on a de la viande, on a des céréales, on a différents légumes crus, cuits, et que chacun compose un peu son assiette en fonction de ses besoins, parce que c'est utopique d'imaginer qu'on peut tous, dans une famille, manger de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes Bien dépenses sûr. énergétiques. Et on est d'ailleurs une des seules cultures à faire des gros plats comme ça. Quand on regarde, je prends l'exemple, par exemple, des traditions mexicaines, il y a beaucoup de choses sur la table et chacun pioche. En Asie, c'est Mmh. très souvent comme ça aussi. C'est des grandes assiettes avec plein de petits condiments, plein de petites choses, et les gens piochent. Notre bœuf bourguignon, tout le monde mange pareil. Et c'est vraiment cette idée-là d'ajuster. Après, il faut, je pense, qu'on arrive à se sortir de ce côté alimentation émotionnelle, parce que l'alimentation, c'est du carburant et c'est pas censé soutenir nos émotions. Donc Mmh. ça, c'est un vrai biais de notre société, et puis beaucoup de choses, notamment dans le marketing alimentaire, jouent là-dessus, hein. Mais peut-être que pour éviter ce côté-là, on peut réhabiliter les goûters, même quand on est des grands, grands, grands enfants comme nous deux. Hem L'idée d'avoir un goûter, c'est déjà de casser cette grande période sans manger entre le déjeuner et le dîner, qui est quand même beaucoup plus longue qu'entre le petit déjeuner et le déjeuner, à moins que vous commenciez le boulot à 4 heures du matin. Mais sinon, voilà, en général, on a beaucoup plus de temps. Et le goûter, c'est le moment où on a un pic naturel d'insuline dans le corps. Qu'on mange du sucre ou pas, la glycémie va augmenter un petit peu. Et ensuite, à la suite de ça, les hormones du sommeil ils vont commencer à se mettre en route. Et nous, parfois, on est encore à 22 heures sur nos écrans, alors qu'en fait, dès 16-17 heures, notre corps, il se prépare pour après se reposer. Donc peut-être que c'est le moment d'avoir ces repas un petit peu plus émotionnels, un peu plus réconfort, ce qui permet d'arriver au dîner en ayant moins un appétit d'ogre, en fait. Et le goûter, du coup, c'est le moment où on peut manger un peu de sucre sans abîmer notre corps. Alors évidemment, on essaie toujours de stabiliser la glycémie avec d'abord des oléagineux, d'abord, par exemple, un fromage blanc pour qui ça passe bien, voilà, des petites choses comme ça, et on peut ajouter un peu de sucre avec, du chocolat, avec des dattes, avec des fruits frais, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment 2 choses qui permettent de rééquilibrer un peu la donne. Et puis, le petit déjeuner, en fait, il faut prendre le temps, et rien n'empêche que ce soit un chouette moment en famille, mais c'est une question de prendre le temps. Et parfois, il faut se Mmh. lever peut-être un tout petit peu plus tôt et se dire: voilà, en fait, on se fait, des œufs brouillés en famille et c'est trop chouette, c'est un bon moment, et chacun fait un peu le point sur sa journée, puis après on part faire notre petite vie. Voilà, rien n'oblige que ce soit le dîner, le moment convivial. Même si notre société nous l'impose un peu comme ça, on peut toujours changer un peu les règles. Et pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps, il peut y avoir des petits déj protéinés hyper faciles. On n'est pas obligé de se faire un brunch du dimanche tous les matins. C'est bête, mais des gens qui n'ont vraiment pas le temps, parce qu'après en accompagnement, on s'adapte à chaque personne, c'est le propre de la naturopathie comme tu le disais. Ça peut être, 2 tranches de pain complet au levain naturel, donc de bonne qualité, et dedans une purée d'oléagineux ou un houmous ou un petit peu de fromage, ou voilà, et on embarque ça. Pour les gens qui sont omnivores, on peut mettre une tranche de jambon, une tranche de saumon, et on peut très bien même manger ça sur la route, même si c'est pas l'idéal pour la mastication et la digestion. C'est toujours mieux ça que de partir le ventre vide. Oui, oui, on peut toujours arriver au travail et si c'est possible, manger, à ce moment-là si vraiment Mmh. on est trop pressé. Mais c'est vrai que c'est Ouais. important, d'en avoir conscience. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, une fois qu'on a nourri notre corps comme il se doit, on a moins cette appétence, vers du sucré, C'est sûr. voilà. Le corps se rééquilibre naturellement quand on a satisfait ses besoins. Ça, c'est important aussi Mmh. de le souligner. Je Ouais. voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au stress. Je trouve que c'est pas un sujet qui est évident parce que le corps peut être stressé sans forcément que la tête le ressente, dans le sens où j'imagine que forcément tu dois avoir des personnes en consultation qui te disent: «Bah, non, je suis pas si stressée, ça va», et en fait si, elles le sont. Mmh. Quel conseil tu pourrais nous donner pour y voir un petit peu plus clair là-dessus? Écoute, il y a des choses toutes bêtes, qu'on peut identifier dans son quotidien et qui clairement nous prouvent qu'on est dopé au cortisol. Le fait de toujours se dépêcher pour faire les choses.
Tu vois, je vais vite lancer une machine. Ah, je fais pipi vite fait, j'arrive. Le fait, chose que moi je faisais dans mon ancienne vie, de se retenir de faire pipi tant qu'on n'a pas fini la tâche qu'on est en train de faire. C'est quand même faire passer au second plan un besoin primaire. C'est quand même dingue. Ouais, quand tu penses, quand tu te poses 2 secondes pour te dire ça, tu te dis: «Mince». C'est comme ne pas dormir parce que, en fait, tu as autre chose à faire. Là, tu te Ouais. dis: «Mais quand même, c'est quand même, Là, on est quand même allé loin. Ouais. Ouais, ouais. Mais de manière sociétale, hein, c'est pas Oui, 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 individuel, bien c'est sûr, vraiment il s'agit pas sociétal. de Ouais, mais on est allé un peu loin sur beaucoup de choses. Le fait d'être un peu, se sentir un peu submergé par toutes les notifications qu'on reçoit dans tous les sens. Le fait d'avoir la mâchoire serrée, ça, c'est quelque chose, il suffit de l'identifier. Le fait de grincer des dents la nuit, même s'il peut y avoir d'autres causes, notamment microbiotales, mais ça, c'est un signe aussi. Et puis, quand on arrive, alors nous, aux thérapeutes, et je pense que tu ressentiras la même chose, on arrive quand même à déceler chez des gens par des petites phrases, par des attitudes, par même leur posture, la manière dont ils se tiennent, la manière dont ils secouent les jambes quand ils sont assis, qu'ils ont besoin de toujours bouger. Voilà, on arrive à identifier avec des petites choses comme ça que probablement, il y a quand même un bon petit taux de cortisol. Mais si vraiment on a face à nous quelqu'un où on comprend pas, et la personne se paraît très sereine, il y a d'autres outils pour voir. Alors, on est formé en naturopathie, comme on a la même formation, je sais que toi aussi. On est formé à la prise de pouls chinois, qui peut être un indicateur. Moi, j'aime beaucoup l'iridologie. Alors, quand je suis en visio, je peux pas forcément le faire, mais quand j'ai les gens sur place, l'iridologie peut donner beaucoup d'infos sur le niveau de stress et les stress vécus par la personne. On voit parfois, alors on a toute une liste de choses qu'on observe pour voir la vitalité de quelqu'un, et quelqu'un qui est dopé au cortisol a une vitalité, quand même toujours un peu limitée. Donc ça peut se voir, à l'éclat des yeux, à la poignée de main, à la manière dont se tiennent, le visage, les cheveux. Enfin voilà, c'est quelque chose, on le voit quand quelqu'un est pas bien. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à identifier. Et si vraiment il y a rien de tout ça qui fonctionne et qu'on a un médecin qui est un petit peu ouvert sur la prévention santé, et moi je me suis entourée de médecins avec qui je peux travailler en relais pour ça, et ben il suffit de faire un dosage urinaire du cortisol libre sur urine de 24 heures, et souvent on a des belles surprises. Et tu vois, ça m'est arrivé quelquefois de pouvoir montrer à des femmes que là en fait le cortisol il est complètement dans les choux. Ça veut dire que le corps n'arrive plus à en produire. Ça veut dire que très probablement elles ont vécu un burn-out et elles s'en sont même pas rendues complètement compte, ou elles ont pas voulu se l'avouer. Et là, quand c'est la physiologie qui parle, bien souvent, il y a des petites prises de conscience. Donc voilà, c'est pas la chose que je fais en première intention, mais parfois c'est nécessaire d'aller main dans la main avec un médecin creuser ces sujets-là, parce qu'un taux de cortisol très haut, c'est quelqu'un qui est en grand stress. Mais quand il est devenu vraiment à plat, et ben souvent c'est qu'il y a plus le jus quoi pour envoyer. Et ça, c'est typique d'un burn-out. On a vraiment cette notion burn-in, burn-out qu'on peut voir sur ces analyses sanguines. Ouais. Oui, c'est bien quand là, on peut prendre le relais comme ça, avec des analyses, ça permet d'objectiver éventuellement, et puis d'avoir une prise de conscience, derrière. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un petit peu maintenant sur les phases de changement comme l'adolescence et la ménopause. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, en début de notre conversation. Alors effectivement, comme tu le disais, ça vient pas du jour au lendemain et ça s'arrête pas du jour au lendemain. C'est ça. Heureusement, ça vient progressivement. Mais que ce soit pour les jeunes filles et puis pour les femmes, à cette période-là, qu'est-ce qui se joue? On va peut-être en parler en 2 temps différents, mais et comment on pourrait soutenir ces périodes, notamment avec, l'alimentation? Mmh. Alors pour commencer, la puberté, c'est quelque chose qui se déclenche grâce à 2 facteurs, la maturation du cortex cérébral et l'IMC. Alors l'IMC, c'est pas forcément une mesure que j'affectionne particulièrement, mais en tout cas la masse grasse d'une jeune fille. C'est ces 2 éléments-là qui permettent de déclencher, enfin qui permettent au corps de comprendre qu'ils peuvent, enclencher la ménarche, donc les premières règles. Simplement, dans une idée de survie de l'espèce, et que si on n'a pas suffisamment de réserve, on va pas pouvoir donner vie et maintenir une grossesse pendant 9 mois. Il faut avoir en tête que la grossesse, c'est l'un des efforts les plus demandeurs que le corps humain est capable de gérer. C'est l'équivalent en termes d'énergie que de courir un marathon chaque jour de la grossesse pendant 9 mois. Je mets quiconque au challenge. Voilà. Et que la grossesse fait partie, avec l'adolescence, enfin la puberté et la première année de vie d'un bébé, des 3 périodes les plus demandeuses en énergie.
Donc on voit un bébé comme de sa naissance à ses 1 an, il a énormément évolué, grandi, appris de choses. Et on se rend pas compte qu'à la puberté, c'est la même chose qui se joue à la fois sur le corps physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Et on a tendance un peu à les critiquer, nos ados. Oh là là, ils sont feignants. Oh là là, ils mangent que de la merde. Oh là là, nanana. Mais en fait, il faut peut-être aussi un peu comprendre qu'ils sont en train de vivre une phase d'énormes changements et les accompagner avec des bons nutriments, donc avec des repas qui soient bien composés pour qu'ils puissent répondre à tout ce dont ils ont besoin. Parce que il y a ces changements. Alors on parle des filles là en particulier, mais ça peut arriver chez, les hommes, les garçons aussi ont des gros changements à la puberté. Donc il faut soutenir l'énergie et il faut, je pense, essayer au moins sur les repas pris à la maison, parce que souvent à cet âge-là, le midi c'est à la cantine à l'école. Il y a un goûter un peu cracra souvent avec les copains à base de bonbons, de gâteaux. Donc voilà, au moins essayer de limiter la casse sur le petit-déj et le dîner et de proposer des bonnes habitudes à ce moment-là. Et peut-être l'astuce, ce serait de composer ça ensemble, parce autant un enfant n'est pas forcément à même de cuisiner, autant un ado peut dire ton truc là j'aime pas, ok qu'est-ce que tu voudrais faire. L'idée des bols à composer, c'est encore une fois quelque chose qui peut être chouette avec des ados qui n'ont pas forcément envie de manger des légumes comme tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment rééquilibrer ça. Équilibrer ces 2 repas sur lesquels on a un tout petit peu le contrôle, faire super gaffe à la glycémie. Et après, sur le plan plutôt émotionnel, je pense que cette image du nid, le fait d'être là pour pouvoir accueillir leurs émotions, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils aient pas de souci à voler de leurs propres ailes, mais qu'ils sachent revenir auprès de leurs parents ou pour les jeunes filles de leur mère, peut-être qu'elles sont plus à l'aise à parler de ces sujets-là avec leur mère, pour déverser et expliquer ce qui se passe. Parce que c'est compliqué d'aborder les sujets avec les ados et je pense que c'est important de l'aborder en amont avec les petites filles, sur ce qui se passe dans leur corps, ce que c'est que la puberté, etc. Déjà parce qu'elles arrivent beaucoup plus conscientes et beaucoup plus informées, donc ça va pas leur faire peur, ça va pas être un choc, etc. J'ai plus les chiffres en tête, mais l'association Règles élémentaires avait fait des études et c'était impressionnant le nombre de jeunes filles qui arrivaient, qui disaient être stressées par leurs règles, qui se sentaient pas à l'aise, qui ressentaient de la peur. Enfin, c'est dingue et ça, c'est vraiment un manque d'information. Le problème, c'est qu'avec les ados, le dialogue est pas toujours hyper facile parce que c'est le moment où ils ont envie un peu de se distancer et de parler de règles avec leur mère. Ça peut les barber. Donc, autant anticiper ce sujet-là et que ces ados, au moment où ça arrive, sachent qu'en fait, on est le nid sécuritaire pour pouvoir entendre leurs messages et répondre à leurs questions, mais que le reste du temps, elles ont déjà eu les clés, donc elles peuvent voler un peu de leurs propres ailes. Voilà, ça c'est quelque chose dont je parle pas mal dans un e-book que j'ai créé sur la puberté. Et il y a plein de petites astuces, de petites choses, une petite pochette qu'on peut composer avec elles pour qu'elles aient tout ce qu'il faut sous la main sans avoir forcément besoin de demander, de se sentir mal à l'aise, voilà. Donc je pense que la préparation émotionnelle, c'est peut-être la première chose, l'information et la préparation émotionnelle. Et puis après, d'accompagner ce besoin en énergie qui est énorme à cette période-là et qui en fait conditionne aussi le bon déroulé des règles, puisqu'on l'a vu que la masse grasse permet de déclencher ces règles-là. Ce qui est important aussi de rappeler, parce que tu vois, j'ai déjà accompagné des ados et les mamans m'écrivaient après en me disant mais en fait elle a jamais eu ses règles, ça fait 4 mois, comment ça se fait? C'est pas du tout régulier au début et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient bien préparées, qu'elles aient une petite pochette avec tout le nécessaire dans leur sac à dos, parce que le gros challenge de cette époque-là, c'est déjà qu'on n'aime pas trop se faire remarquer, qu'on n'a pas franchement envie de se trimballer avec des taches sur son pantalon, mais pourtant ça peut arriver à peu près à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est un peu ça les challenges de la puberté. Et au niveau alimentaire, vraiment, les 2 conseils, ce serait d'équilibrer au maximum les repas qui sont pris à la maison et de stabiliser la glycémie autant que possible. Donc, encore une fois, en loupant pas le petit-déj ou en donnant pas un paquet de gâteaux à son enfant dans la voiture en allant à l'école, quoi. Voilà. Et puis en faisant de la pédagogie, parce que ils grandissent et même plus petits, mais quand on leur explique les choses, ils comprennent très bien. Et je trouve aussi en les invitant à être au plus près de leurs ressentis. Voilà, moi j'ai un fils, il est ado, il mange des grecs des fois avec ses copains et souvent après il a mal au ventre et il sait que c'est ça. Et voilà, donc c'est pas grave, il le sait et il sait qu'aussi il faut qu'il équilibre les choses derrière. Et je trouve que ça les responsabilise, tu vois. Ouais, complètement. Et ça c'est important parce que en naturopathie c'est souvent ce qu'on dit, on est responsable de ses choix et grandir c'est ça. Ouais. Mais je trouve aussi que on parle beaucoup, les choses ont beaucoup évolué, tu sais, sur la maternité, le postpartum.
grâce aux réseaux sociaux notamment. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent et ça, c'est une bonne chose. Mais je trouve que l'adolescence, on n'en parle encore pas beaucoup et que on gagnerait à mieux comprendre ce qui se joue, à la fois pour nous, parents, tu vois, pour être mieux armés. Bon, c'est pas très joli comme terme, mais à même d'accueillir cette période, mais aussi pour les enfants qui grandissent, tu vois, que eux, ils comprennent que là, il se passe des choses dans leur corps et donc il y a des changements qui arrivent, c'est normal, quoi. Ouais, c'est normal, c'est sain parce qu'en fait, moi, ce que je répète, c'est qu'il y a rien de plus sain qu'un corps qui déclenche les premières règles. Ça veut dire que le corps est tellement bien qu'il est capable de se mettre en difficulté, entre gros guillemets, pendant 9 mois de grossesse parce que c'est une mise en difficulté du corps et qu'une naissance, c'est toujours un flirt entre la vie et la mort et même à notre époque aujourd'hui, c'est une mise en difficulté du corps d'une jeune fille et donc si jamais les règles arrivent, c'est qu'elle est tellement en bonne santé que le corps est prêt à prendre son Il est risque. prêt. Ça, c'est important. Et oui, je pense que comme tu le dis, on a beaucoup parlé de la maternité, de la parentalité, mais on ne parle pas des grands enfants. On parle que de quand on a un bébé. On parle pas de quand il dépasse un certain âge, on parle plus d'eux. Et c'est important de le faire. Et c'est pour ça justement dans le e-book que j'ai écrit dont je te parlais, il y a toute une partie qui est pour les parents ou l'accompagnant parce que c'est pas forcément la maman, et toute une partie qui est pour la jeune fille. Et donc ça permet à la maman d'avoir les clés de pouvoir répondre aux questions que la jeune fille va peut-être se poser et à chaque fois avec un langage propre à chacune, quoi. Et oui, je pense que il nous faut les clés, sinon on peut pas expliquer. Oui, et puis tu peux le mettre à disposition de ton enfant, justement, ce e-book. C'est ça qui est bien aussi pour qu'elle puisse en disposer toute seule. Justement, à cet âge-là, on a envie de faire un petit peu les choses par soi-même. C'est ça, ouais. Je pense que quand toutes ces femmes qui parlent de ces sujets-là, tu vois, postpartum, elles auront des adolescents. À mon avis, elles s'attelleront à communiquer sur le sujet. Moi, j'ai confiance. Ouais, je pense. Et puis, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus avec tous les livres qu'on pouvait proposer justement aux jeunes filles, aux enfants, pour comprendre. Il y a notamment le petit illustré de l'intimité qui parle du corps des jeunes filles, du corps des garçons, du consentement, de plein de choses. Et il y avait pas, je pense, il y a encore quelques années, ces sujets-là. Là, c'est très accessible. Moi, j'ai même un livre qui est pour les toutes petites qui s'appelle Luna et la ronde du monde ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une histoire pour les toutes petites, mais qui explique ce côté cyclique chez les femmes. Et en fait, c'est en plantant des petites graines comme ça que le jour où elles seront ados, ça leur paraîtra complètement normal parce qu'elles en auront toujours entendu parler. Oui, complètement. Je mettrai les références de cet épisode dans les notes du podcast. Et alors, une fois que l'adolescence est passée, qu'on a vécu notre vie de femme, alors on va pas parler de la grossesse parce que ça mériterait un épisode en entier. Mais et au moment de la ménopause, alors là, est-ce que tu peux nous dire comment on peut envisager cette période du mieux possible? Alors c'est pareil, ça mériterait tout un épisode en entier, mais voilà, je voulais quand même qu'on aborde rapidement la question. Ouais, au moins les grands changements. Les grandes lignes. Ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que cette décroissance hormonale, donc je parlais de cette cloche avec les hormones qui s'installent petit à petit, qui sont stables et puis qui décroissent petit à petit, elle peut commencer dès la trentaine. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ont entre 35 et 40 ans, déjà des premiers symptômes sans se rendre compte que c'est ça. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est plus fertile, mais ça veut dire qu'en fait, la progestérone commence à chuter puisque la première hormone qui va chuter, c'est la progestérone. Donc là, on va avoir l'impression d'avoir c'est pas qu'une impression d'ailleurs, des règles beaucoup plus régulièrement, des cycles raccourcis, et on va sentir peut-être plus de symptômes liés à l'hyperœstrogénie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, notamment le syndrome prémenstruel. Donc ça, c'est un premier signal que la préménopause, périménopause, ça veut dire autour de la ménopause, donc s'approche et qu'on est déjà un petit peu dedans. Et je pense que le premier conseil, ce serait d'apprendre à observer son cycle tant qu'on est dans cette période menstruelle et fertile, pour qu'on sache au moment de la ménopause. Parce que bien souvent, dès qu'il y a le premier petit inconfort de la ménopause, on va nous mettre sous pilule ou sous hormones de synthèse. Et puis en fait, on saura même pas, in fine, si on est ménopausé ou pas, parce qu'on n'aura plus prise sur ça. Donc apprendre à observer son cycle, c'est chouette, parce que si on sait observer l'ovulation et qu'on voit quand est-ce qu'on a nos règles, on va voir cette phase de progestérone qui se raccourcit et on va savoir que c'est ça. Et on va pouvoir à ce moment-là soutenir, notamment avec des plantes, la progestérone. Et puis dans un second temps, ça va être les œstrogènes qui vont diminuer. Donc là, petit à petit, les cycles vont se réespacer. On va en avoir de moins en moins et on attend d'avoir 1 an sans règles, sans saignement lié à des règles, parce qu'on peut saigner pour d'autres raisons, pour déclarer la ménopause actée. Et là, quand les œstrogènes vont chuter, en général, on va moins sentir tous ces symptômes du SPM, puisqu'en fait, ça va se rééquilibrer à peu près avec la progestérone qui reste.
Mais c'est là qu'on peut avoir un peu plus des symptômes de bouffées de chaleur, de sueur nocturne, de choses comme ça, parce que aussi c'est très lié à l'équilibre des surrénales. Et il y a même d'ailleurs des jeunes femmes très jeunes qui ont des problèmes de bouffées de chaleur, des choses comme ça, et c'est lié à l'équilibre des surrénales. Donc dans ces moments-là, il va falloir, pareil, je regarde un peu où en est le stress, où en sont les réserves d'énergie, travailler avec des plantes adaptogènes par exemple, des choses comme ça. Ce qui est important d'un point de vue alimentaire, c'est d'avoir en tête que le métabolisme il ralentit quand on avance en âge et que donc on digère plus de manière aussi, on digère plus aussi bien, on n'a plus besoin d'aussi gros apports nutritionnels. Donc on va réduire un peu les céréales, peut-être aller vers des céréales plus légères. On va ajouter du cru et des enzymes digestives autant que possible, notamment avec de la lactofermentation, des choses comme ça, parce que les enzymes digestives s'amenuisent plus on avance en âge, donc on va avoir plus de difficultés à digérer. Les protéines, on va aussi essayer d'aller vers des protéines plus légères, plus douces à digérer, comme des poissons plutôt une grosse entrecôte, ou des protéines végétales. Voilà, il y a ces petits changements-là à faire. Et la chose à ne pas négliger aussi, c'est de rester en mouvement, parce que ça, c'est la clé. Le fait de garder du muscle, ça va permettre de stabiliser la glycémie, ça va permettre de garder en vitalité, et notamment quelque chose qu'on n'aurait pas pensé faire plus jeune, mais qui est le fait de porter des poids. De soulever des charges. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aller au CrossFit pour autant, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de rester en mouvement, de garder cette activité-là, de garder une glycémie bien stable parce que bien souvent, on a plus de mal à se retrouver dans son alimentation à ce moment-là et on va avoir beaucoup plus un bec sucré en avançant en âge. Ça arrive chez plein de femmes qui me disent: «J'ai jamais été sucrée, mais alors là, je reprends des petits gâteaux tout le temps». Donc voilà, bien garder cet équilibre alimentaire. Et puis, il y a aussi tout le volet émotionnel. On va pas pouvoir trop s'étendre sur le sujet parce que, comme tu disais, ce serait un épisode à part Ouais. entière. Mais c'est souvent le moment où les enfants quittent le nid, le moment où il faut se réinventer dans sa vie de couple, dans sa vie de femme, où on a l'impression de plus avoir de grands projets comme celui de la maternité, qui est en effet un projet très prenant. Et, euh, et à l'inverse, si on regarde avec un autre œil, c'est aussi l'âge de la femme sage, celle qui, dans les tribus initialement, accompagnait les femmes plus jeunes. Et c'est super important parce que on a ce rôle-là de la femme sage et qu'on peut, pour la première fois depuis des années, penser à soi et mettre en place les projets qui nous concernent nous, sans forcément avoir à gérer des enfants. Donc ouais, c'est important de le garder d'un bel œil et de savoir trouver ce nouveau souffle. Et il y a plein de bouquins très intéressants là-dessus. Il y a une phrase qui dit, je pense conclura bien ce sujet-là, que lors de ses premières règles, la femme découvre les règles. Pendant sa vie menstruelle, elle l'expérimente et qu'elle l'incarne vraiment au moment de la ménopause, au moment où elle devient cette femme sage. Donc voilà, toutes les étapes sont liées et ont un but super important pour nous individuellement, mais aussi collectivement, je trouve. Donc, bilan, se reconnecter à ses cycles, à son corps, ça ne peut qu'être bénéfique Ouais. et enrichissant pour soi-même. Ouais, à chaque étape, à la À chaque puberté étape. pour sentir peut-être quand est-ce que les règles arrivent et comprendre un peu quel est le rythme de notre cycle et cetera. En phase, menstruelle et fertile, pour la fertilité, puis pour rééquilibrer les hormones parce qu'il faut avoir en tête que nos hormones, elles servent pas que au cycle et qu'elles permettent de protéger énormément de fonctions. Pour n'en donner qu'une, les oestrogènes protègent, le système cardiovasculaire, par exemple. Donc c'est super important d'avoir des hormones équilibrées, de pas être sous hormones de synthèse toute sa vie, sinon on se prive aussi de cette protection-là. Et puis à la ménopause pour voir où on en est et pouvoir, pareil, garder son équilibre et adapter les routines, les plantes et cetera à chaque étape de la périménopause, puis de la ménopause. Est-ce que tu aurais peut-être, une ou 2 plantes à nous recommander? Pour quel sujet? Au cours du cycle, on va dire, tu vois? Peut-être, une première partie de cycle et une en deuxième partie Ouais, ou je sais pas, une de tes plantes préférées, celle que tu utilises le plus, OK. Ouais, il y a des plantes adaptogènes que j'aime beaucoup et il y en a pour chaque phase de la vie, mais je vais te parler de l'ashwagandha qui est une plante que moi j'aime beaucoup, parce qu'elle aide dans les transitions de vie. Elle aide beaucoup à stabiliser, apaiser le système nerveux et elle a ce côté régulateur qu'on retrouve aussi sur l'équilibre hormonal. Donc l'ashwagandha, ça peut être une très belle plante à utiliser, plutôt en gélule parce que je trouve que la poudre est pas très bonne, mais après, ça Mmh. c'est très personnel. La plante qu'on connaît à quasiment chaque étape de la vie d'une femme, c'est les feuilles de framboisier, bien sûr, dont on entend souvent parler en fin de grossesse parce qu'elle a cet effet un peu de tonifier l'utérus et elle est très reminéralisante aussi. Donc, on dit qu'elle pourrait favoriser le bon déroulé de l'accouchement en ayant des contractions qui soient efficaces et qui, du coup, fassent avancer le travail.
mais elle a aussi cette fonction de régulation tout au long du cycle. Elle n'aura pas exactement la même action si on la prend en gémothérapie ou en infusion. En gémo, elle va plutôt booster les ovaires, là où en infusion, elle va vraiment avoir un équilibre, un côté plus équilibrant hormonal qui va aussi dynamiser, tonifier l'utérus. Et puis une autre dont on aurait moins l'idée par rapport à l'équilibre, par rapport aux hormones et au cycle menstruel, c'est la mauve, qui a pour fonction de favoriser les sécrétions du corps. Et donc, pour des femmes qui ont du mal à observer leur glaire cervicale, ça peut être très chouette de prendre des infusions de mauve, en tout cas sur toute la phase préovulatoire et ovulatoire du cycle. Après, il y en aurait des milliers, mais voilà quelques-unes qui bien sont sûr. sans danger et qui peuvent plaire à peu près au plus grand nombre. Super, merci. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore et qui te découvriraient grâce à cet épisode, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, nous présenter tes accompagnements et puis nous dire si on veut travailler avec toi, comment on peut faire et où on peut suivre tes activités? Carrément. Alors, on peut me suivre sur Instagram, marion.healthyliving. C'est là que je recentre un petit peu toutes mes différentes activités. Tu l'as dit tout à l'heure, donc j'ai écrit un livre Reconnexion au cycle féminin. J'anime et je produis le podcast Healthy Living depuis 2018. Et en parallèle, j'ai une activité de consultation avec un accompagnement holistique sur 6 mois pour toutes les personnes qui souhaitent retrouver du confort dans leur vie, que ce soit lié aux hormones, au cycle menstruel, mais aussi à la digestion, au stress, etc. Et puis, j'ai aussi à côté des programmes en ligne et des e-books qui sont disponibles. On a parlé du e-book sur la puberté. Il y en a un sur l'alimentation hormonale aussi. Et un programme en ligne, notamment Healthy Cycle, pour comprendre un peu comment fonctionnent les hormones et pouvoir cheminer soi-même dans l'équilibre hormonal et la reconnexion à son cycle. Donc voilà, tout ça est partagé sur mon compte Insta et toutes les actus se trouvent là-bas. C'est peut-être le meilleur endroit pour me retrouver. Bien sûr, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup, Marion, pour tous tes partages. Merci Camille, à très vite. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.